Bonjour à tous. Alors, quelques mots d'abord de présentation des deux auteurs qui sont là et de leur dernier roman. Frédéric Sirier, donc vous avez publié Betty Book cette année. C'est votre troisième roman, tous ont été publiés chez Vertical. Et Betty Book, c'est l'histoire de Stéphane Sorge, un critique littéraire connu, respecté, voire craint. Ses initiales renvoient au choix à SS ou Super Style, parce qu'il faut dire style, c'est précisé dans le livre. Et on le rencontre, ce critique, au moment où, je vous cite, il ne supporte plus la littérature. Donc vous nous décrivez son quotidien, son travail au monde des livres, mais aussi sous pseudo, bien sûr, à Télé 2 Semaines, pour arrondir ses fins de mois, ou encore à Paris Première, ses déjeuners, ses rendez-vous, et puis vient le jour où sa chef de service au monde des livres lui impose d'écrire un reportage sur les booktubeurs et les influenceurs littéraires du web, donc sur la critique littéraire numérique en résumé. Ce qui ne l'enchante pas, il se dit que ce n'est peut-être pas une priorité, donc vous voyez un peu la litote, mais il n'a pas le choix, donc il va découvrir ce monde numérique et le travail de Betty Book et ce qu'elle fait sur sa chaîne YouTube. Donc. Et le slogan de Betty Book, le voici: lectrice et petite souris qui voit tout, suis-moi dans la maison des livres. Donc il va la rencontrer. Et le livre va à ce moment-là très rapidement basculer dans le thriller, en fait, puisque lorsqu'ils se rencontrent, Betty Book prononce une phrase qui va lui rester en travers de la gorge, puisqu'elle lui dit « J'habite le monde des livres, pas l'ancien où tu travailles ». Et donc il va vouloir se venger en utilisant les armes de l'adversaire, c'est-à-dire les images et les réseaux sociaux. Donc c'est un roman très enlevé, très drôle, on pourrait dire férocement drôle, et qui est très ancré dans l'industrie culturelle française d'aujourd'hui. Voilà, ce livre a quelque chose d'une fantaisie, je trouve que c'est un mot qui lui correspond bien. Alors Boris Razon, vous avez publié cette année Écoute aux éditions Stock, c'est votre deuxième roman. Alors ce n'est pas une mince affaire de le résumer, parce qu'il est très très riche. Il développe en fait plusieurs histoires qui vont se recouper un peu comme des faisceaux dans les dernières pages. Donc tout commence à Paris, à l'angle de la rue Philippe de Champagne et de l'avenue des Gobelins, le 21 janvier à 9h45. Vincent Lemasson, qui est officier de police, surveille les lieux dans une camionnette banalisée, équipée de toute une technologie qui lui permet de capter les communications des téléphones des gens qui sont en train de passer dans ce périmètre. Mais ce qu'il va remarquer, ce qui va l'intriguer, c'est un homme arrêté devant une boutique d'appareils photo, de vieils appareils photo. Et cet homme, il s'appelle Crespito. C'est un homme qui est passionné, on va en reparler, par l'œuvre et la figure de Pessoa, ce grand poète portugais du XXe siècle. Et Crespito, vous faites en fait un espèce de flashback, vous nous racontez son enfance, son adolescence. Et Crespito veut absolument récupérer un vieil appareil photo, c'est pour ça qu'il est devant cette devanture. Et puis il y a un troisième faisceau aussi, si je puis dire, un faisceau mexicain, l'histoire de Miguel Tuschinski, qui, le 5 septembre 2016, donc là il y a de nouveau un tout petit flashback, à Mexico, se fait enlever par les hommes d'El Flaco, qui dirigent une mafia très puissante au Mexique, et qui a besoin de ses services d'avocat pour une mission très particulière, l'aider à devenir une femme. Voilà, donc les choses sont lancées. Peut-être préciser qu'il y a des petites entailles dans ce roman qui sont des écoutes téléphoniques, retranscrites vraiment comme un document, et qui commencent le 11 janvier, qui vont créer une forme de suspense, on va en reparler. Donc le roman à l'heure du numérique, peut-être qu'il y a deux perspectives, c'est que les romans se saisissent de ces nouvelles technologies, en parlent dans les histoires qu'ils développent, mais il y a aussi la question de la forme, finalement, la forme du roman qui va être bouleversée par la langue des SMS, par les tweets, et c'est un peu la matière que tous les deux ont travaillé. Alors, je commence tout de suite.
avec vous, Boris Razon. Votre livre, en fait, il commence par une définition, celle voilà, d'un IMSI catcher. Donc je vous la cite. Matériel de surveillance qui sert à l'interception des données de trafic des téléphones mobiles et à suivre les données de localisation des terminaux et donc de leurs utilisateurs. Il cible toutes les personnes qui se trouvent dans son rayon d'action. Alors, quand il y a un nouveau mot, c'est qu'il y a une nouvelle réalité en général. Est-ce que justement, il y avait à l'origine de ce roman le désir de se saisir d'une nouvelle réalité très contemporaine ? Absolument. Absolument. En fait, les IMSI Catchers ont été autorisés en France à partir de 2015, dans la foulée des attentats. Et ils ont fait partie de la loi renseignement qui a été votée après les attentats. Au-delà des débats que ça a suscité sur la surveillance, moi, ce qui m'intéressait, parce que je travaille dans le numérique depuis bientôt 20 ans même, c'est qu'au fond, on a aujourd'hui une double vie. Une vie réelle, là, et vous êtes ici, et en même temps, rien ne vous interdit, en tout cas rien n'interdit certains d'entre vous, d'envoyer en même temps des textos, des images, de dire « oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant », de ce que vous voulez, ce qui fait que, au fond, notre vie, elle est la coexistence de ces deux paysages. Et il me semblait important, voire nécessaire, que le roman s'empare de cette réalité-là et essaye à la fois la retranscrire et de lui donner du sens, peut-être. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les conséquences de ces changements, de ces évolutions dans les représentations sociales, quotidiennes des gens. Je pense notamment au fait que, par exemple, à partir du moment où Crosspito s'arrête dans la rue, il devient, au bout de quelques secondes, suspect. C'est-à-dire qu'on vit dans une telle frénésie, dans une telle vitesse, que tout à coup, la norme, c'est celle-là, et celle de s'arrêter, de prendre quelques secondes ou d'être silencieux, par exemple, ça devient quelque chose d'anormal. Et c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être de façon métaphorique, peut-être j'interprète un peu trop loin, mais dans le fait que Vincent, dans ce van, a l'art quand même de se cogner à chaque fois qu'il bouge, qu'il se lève. Donc on voit qu'il ne s'habitue quand même pas tout à fait à cette nouvelle situation. Absolument. Il y avait dans cette idée que, au fond, le silence est devenu suspect. C'est-à-dire que c'est quand on sature l'espace de parole, d'images, de mise en scène, qu'on existe, entre guillemets, normalement, et que d'un coup, l'existence d'un homme qui n'est pas identifiable de manière évidente par ce qu'il met en scène de lui-même, le rend suspect, voire dangereux. Et au fond, toute la question qui travaille ce livre, c'est la question de l'identité, qui me paraît, mais on y reviendra certainement après, être un des enjeux, et en ça, nos livres ont plein de points communs, un des enjeux de la période actuelle, et que jusqu'à maintenant, le roman a encore peu traité. Alors, Frédéric, votre roman, il se place, je trouve, beaucoup sous le signe du jeu, J-E-U. Vous vous amusez avec ce qui a fondé un des rapports entre réalité et littérature, même réalité et roman, c'est le fait divers, hein, puisqu'il y a bien des romans qui ont été lancés par le scandale d'un fait divers. Et il s'avère que votre Stéphane Sorge préfère parfois lire détective que les services de presse, que le monde des livres lui envoie. Alors, est-ce que tout le monde voit ce que c'est, détective ? Ou est-ce que je peux en donner rapidement ce que vous en dites ?
Donc c'est Stéphane Sorge qui parle. J'aime l'hyper-réalité sinistre du Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête, sa couverture racoleuse, son démembrement typographique, son code couleur criard, ses rouges et ses jaunes francs, son noir funèbre et ses dégradés sombres. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce fait-là, que Sorge préfère lire détective qu'autre chose ? Le poids du réel qui est en train de l'accabler. Alors effectivement, ce livre Betty Book peut être lu comme un roman noir, mais aussi comme un fait divers, mais un fait divers particulier en ce sens qu'il prend pour objet la littérature et la culture voilà, frontalement et l'absorbe d'une certaine manière. Voilà. Donc effectivement, il développe une esthétique, le livre développe une esthétique fait divers. Alors Sorge, en fait, tout simplement... alors vous avez cité une phrase qui est cruelle, il dit il ne supporte plus la littérature à la troisième personne, mais est-ce la littérature qu'il ne supporte plus, ou son dehors, ça résonne, excusez-moi, contemporain, à savoir tout simplement la galaxie marchande, qui est extrêmement agressive, et qui le contamine lui-même dans sa pratique professionnelle, puisqu'il travaille, c'est une dystopie, hein, je radicalise un peu les phénomènes, hein, j'assombris le tableau, mais il travaille à la chaîne, et il n'en peut plus. Il est précaire, il est pigiste, il arrive à un âge où bon, c'est pas mal d'avoir, sans être riche, un peu de sécurité, et lui, il n'a pas tout ça, et il va se faire snober par une gamine qui, elle, voit la vie complètement différemment pour d'autres raisons générationnelles, mais aussi, comment on va dire ça, d'environnement, à savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle YouTube, qui paye pas du tout, mais en même temps qui paye complètement, avec un truc qui s'appelle les likes, voilà, et les visites, les vues. Donc lui, il rame pour finir les fins de mois, il a pas un rond, et elle essaye d'avoir beaucoup de likes. Voilà. Donc c'est ce match capitaliste, où on est dans un univers comme ça, hein, un capitalisme économique, capitalisme symbolique, voilà, qui va faire qu'ils vont s'affronter. Alors dernière chose quand même pour l'esthétique fait divers du livre. Le livre est composé de 4 parties qui répondent à chacune des lettres de l'acronyme MICE, M-I-C-E, c'est-à-dire les souris en anglais. Et en fait, un jour que moi-même, je lisais Détective, ça m'arrive, mais je lis aussi Gala. Et voici, une fois par an, à la plage. Mais pourquoi pas ? J'ai lu le compte-rendu. Alors, il faut savoir que Détective, c'est pas nul du tout. Il y a des gens d'un très haut niveau littéraire qui écrivent. Et il faut aussi savoir qu'au début des années 30, c'est un certain Roger Caillois qui dirigeait des pages livres. Oui, donc il n'y a aucune contradiction entre le fait de... C'est un jeu d'écho, c'est-à-dire que le fait divers est un genre littéraire aussi. Voilà. Alors simplement, Maïs, donc un espion français, a écrit un livre où il raconte sa vie, tout simplement. Et donc il y avait un compte-rendu critique de la vie de cet espion, et cet espion expliquait la chose suivante, il expliquait qu'à partir de ce concept mice, les souris en anglais, on peut recruter des informateurs. Alors par exemple, Elodie, qui est très vénale, M comme money, je vais lui donner de l'argent. I comme idéologie. Si elle partage quelques valeurs communes avec moi, peut-être qu'elle pourra accepter les choses. Accepter de travailler pour moi, pour Cyrier. C comme compromise, compromission en français, à savoir qu'il faut qu'à un moment, Élodie, elle puisse pas s'enfuir. Je la tienne, que je sache quelque chose sur elle, sur sa famille, je sais pas, qui fait que voilà. Et la dernière lettre, c'est le E de ego. L'idée, c'est de flatter la vanité d'Élodie. Voilà. Et donc, ça, c'est les 4 parties, ça va être les 4 temps du livre, qu'on pourrait aussi lire comme une petite tragédie. Voilà. Alors, pour ajouter une deuxième question sur le fait divers, il faut savoir donc que Stéphane Sorge finit dans Détective, finit dans un fait divers, noyé dans un fait divers, et ça correspond dans le roman à un éclatement formel dans les dernières pages, c'est-à-dire qu'on n'a presque plus que des documents, c'est-à-dire des PV de police, des dépôts de plaintes, des notes d'audience, des témoignages, des coupures de presse, des communiqués, etc. À quoi vous vouliez donner forme à cet endroit-là, à travers cet éclatement formel ? Mais je crois que je voulais surtout m'amuser, parce que lire, c'est jouir des formes, c'est jouir d'une prose éventuellement classique. On raconte, voilà, avec des mots, on fait des phrases, mais c'est aussi le plaisir de lire un PV de police délirant,
J'en ai eu, c'est le plaisir de voir une correspondance entre deux juges d'instruction. Voilà. Donc toutes ces pièces que j'apporte en quelque sorte au dossier, quand même, sont combinées pour qu'il y ait une progression dramatique du récit. Il n'y a pas de gratuité de la pièce, même si effectivement cette partie est complètement fantaisiste. Voilà. Alors peut-être qu'on pourrait lire un passage de votre livre, Boris. Il est là. Je le découvre en même temps. Juste au cas où. 9h47. Ton fils, Omri, c'est de la bombe. Magique ton seau. La photo d'un bébé nu, les yeux vitreux et l'air angoissé de celui qu'on vient de projeter dans le grand bain. Tu le trouves comment? Un sexe d'homme qui tend un caleçon. Cœur, lèvres rouges, aubergine, champagne. Vincent subissait sans coup férir ses assauts. Il était là pour ça. Mais il n'arrivait pas toujours à ajuster l'image. Pourquoi avait-il besoin de parler autant? Les appels affluaient du monde entier. Les recherches se faisaient dans toutes les langues, dans cette portion de l'avenue comme ailleurs. Et les gens ne supportaient plus qu'on leur parle d'autre chose que d'eux-mêmes. C'était invraisemblable. Ça l'obsédait et l'empêchait parfois de dormir la nuit. Il avait l'impression qu'une information cruciale était en train de lui échapper. Comment faire? Il y en avait tellement. Son écran ressemblait à un terminal boursier, un afflux permanent qui se produisait à la nanoseconde. Il faudrait inventer des systèmes de surveillance plus perfectionnés, pensait-il. Dans ces nuits, il s'étouffait de peur de voir un indice s'enfoncer dans les marécages du flux, si vite qu'il l'aurait raté. 9h47. Oh, comme il te ressemble. Et il a l'air dans la lune de son père. XXX. Feu d'artifice, cœur, ballon qui s'envole. C'était l'autre paysage. Celui qui venait s'ajouter à l'avenue. Ils cherchaient tous à se dire quelque chose sans vraiment y parvenir. Ils déployaient des trésors d'énergie pour se donner des surnoms, une identité. Ils ne savaient pas bien quoi. Les mots et les images fusaient dans une langue qu'ils ne maîtrisaient qu'à moitié et le laissaient parfois désarmé. Ils traçaient des lignes qui liaient un point à un autre pour voir où ils se trouvaient, puis encore un autre, comme si la géographie des appels pouvait faire sens. Il marquait aussi les lieux d'où les gens appelaient le plus. Il y avait des évidences, les sorties de métro, les arrêts de bus, les sas de banque, ou encore les immeubles qui hébergeaient de nombreux employés, et le lycée, évidemment. Mais certains numéros semblaient stimuler le Parisien moyen, comme le 68 bis. Allez chercher pourquoi. Vincent comprenait ce qui lui faisait défaut dans l'analyse des conversations. Il traquait des histoires et des indices là où lui serait plus utile de trouver des repères et des faits. Il n'avait jamais aimé les gratte-papiers, mais il fallait reconnaître. Qu'en matière de surveillance, les recoupements étaient plus faciles. Les bases de données auraient sûrement permis de dégager des lignes directrices et des biais pour comprendre ce qui était en train de se produire. Au lieu de quoi, on les avait mis, lui et quelques autres, à tenter de trouver une aiguille dans une meule de foin. Et c'est peu dire que la terre entière y batifolait. Merci. On voit bien dans ce passage, vous avez remarqué les surgissements des SMS avec la description aussi des émoticônes qu'on peut y ajouter. On voit bien le travail que vous avez fait d'intégrer cette matière à votre roman. Alors il y a deux effets, il me semble, des effets d'interruption perpétuelle dans le fil de l'histoire. Et en même temps, une espèce d'accumulation aussi. Vous dites que Vincent est plongé dans un marécage et que c'est très facile de devenir fou, en fait, à écouter tout le monde. Comment ça s'est passé, ce travail sur cette matière-là? Qu'est-ce qui vous intéressait? Il y a plusieurs choses qui m'intéressaient. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à écouter et à voir, puisque maintenant, des écoutes dans un commissariat. J'ai passé quasiment 1 an, 2 jours par semaine. Je trouvais que c'était complètement fou. Alors, c'était des enquêtes passées et closes et jugées, donc il n'y avait pas de problème juridique associé à ma présence, mais de s'immerger comme ça dans la vie des gens et de voir ce que c'était que des écoutes réellement, et de voir comment on pouvait s'identifier à des voyous, les aimer,
comprendre qu'ils étaient déprimés avant qu'ils le soient, avant qu'ils le disent eux-mêmes, ce genre de choses. Donc, et il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé là-dedans, à la fois la langue, parce qu'il y a une langue nouvelle qui s'invente là et qui là encore a peu de place en littérature, et pourtant elle est dans nos vies de tous les jours, elle est dans les échanges qu'on a, et donc il y a cette langue qui m'intéressait, et il y a la deuxième dimension qui est effectivement qu'on vit dans un monde où Vincent est d'une certaine manière la quintessence de nous-mêmes, où on est tout le temps interrompu. Tout le temps interrompu. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des iPhones, mais si vous en avez un, maintenant il y a une nouveauté il vous donne votre temps d'écran et le nombre de notifications que vous avez reçues par jour. Et quand vous voyez ça, vous vous rendez compte que vous recevez à peu près 50 à 60 notifications par jour en fonction de qui vous êtes, ce que vous lisez. Mais c'est complètement dingue. Et j'avais envie d'intégrer cette idée que raconter une histoire, c'est aussi raconter l'interruption. Et qu'il y a quelque chose de complètement kafkaïen et pour moi, profondément moderne dans la situation de ce personnage. Donc c'était cette double dimension qui m'intéressait, cette réflexion sur le temps et nos vies, et aussi l'idée de réhabiliter, c'est pas le bon mot, mais en tout cas de donner une place à cette langue nouvelle qui s'invente et à ce que ces outils génèrent chez nous. Alors, avant de demander à Frédéric de lire aussi un extrait, il y a une complexité quand même dans le personnage de Vincent, c'est-à-dire que on a son ressenti, il est complètement désespéré de ce qu'il entend, voilà, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, la vulgarité, enfin, il n'en peut plus, et en même temps, quelques pages plus loin, vous nous dites quand même qu'il devient un peu addictif à ce van et à cette écoute, et que en dehors du van, l'accès à la vie réelle est plus compliqué. Bon, ce qui est presque encore plus désespérant finalement que ce qu'il peut entendre. Mais c'est complètement ça, c'est-à-dire que à la fois il est atterré, submergé, enseveli par vous imaginez une portion de rue assez vaste, parce qu'un IMSI catcher ça a une portée de 100 mètres, donc ça prend beaucoup de gens. Il est enseveli par ça, et en même temps personne, et moi j'ai été dans cette position-là, n'a autant accès à la vie des autres que lui. Personne, et d'un coup, ce qui lui arrive dès qu'il ouvre la porte du van et qu'il se retrouve dans la rue sans ça, il a perdu une partie de la vie. Une partie à laquelle normalement il ne devrait pas avoir accès. Et ils se sont encore plus seuls, et encore moins capable d'être en résonance avec les autres. Et c'est vrai que c'est aussi une des figures du roman, c'est l'extrême solitude moderne. Alors Frédéric, si vous voulez bien lire le chapitre qui est assez court, là, qui commence page 23. Et je vais jusqu'où ? Ah ok. D'accord. Il ne s'appelle pas Stéphane Sorge, mais Stéphane Van Ham. Il a choisi ce nom de plume pendant ses études, alors qu'en 2003, il commence à collaborer au Pélican lettré, une revue littéraire lilloise. Son patronyme se réfère discrètement au Très-Haut, roman où Maurice Blanchot met en scène un certain Henri Sorge, Souci en allemand. En 1948, année de publication du Très-Haut, la philosophie heideggerienne dominait en France et trouvait des échos chez quelques écrivains préoccupés par le souci de l'être. Henri Sorge porte le nom d'une inquiétude. Stéphane Sorge devient le nom d'un critique littéraire de 21 ans. Un dimanche, il rend visite à son père veuf, directeur d'école primaire à la retraite, dans un quartier résidentiel de Lille. Le soir, avant de reprendre son train, il regarde France 3 et découvre qu'une de ses petites amies du lycée, ancienne collaboratrice du Pélican lettré, est devenue présentatrice du JT régional. En 2016, on lui propose d'écrire l'autobiographie de Jérôme Cahuzac, le ministre déchu. Rire. Il se demande pourquoi on pense encore à lui pour ce type de livre. Colère.
Il se regarde dans un miroir, aperçoit ses tempes dégarnies qui mériteraient quelques implants capillaires, spécialité de Cahuzac dans le civil, larmes. Rire, colère et larmes, 3 émotions contenues dans une même goutte d'eau, dit le sage chinois Wang Li, 744-805. C'est lui qui a découvert Frédéric Sirier. Il lit successivement 3 nouvelles d'un écrivain argentin publiées aux éditions de l'Ogre, puis il feuillette Détective en mangeant une pomme, puis il se couche. En 2017, il achève son mandat de lecteur pour la commission littérature du Centre national du livre. Lors de la dernière assemblée, il observe une écrivaine membre de la commission qui éreinte le dossier d'une consoeur. Il prend un café au comptoir d'une brasserie de la Porte de Clignancourt. De part et d'autre de la salle, BFM TV tourne en boucle sur 5 écrans plasma. Il y voit les images démultipliées du nouveau prix Renaudot, interrogé par une journaliste. Il regarde en 5 endroits différents remuer les lèvres du lauréat sur les écrans au son coupé. Le 7 mai 2007, de retour chez lui après une soirée élection bien arrosée avec des amis journalistes, il lit en ligne un article de Paul Ricoeur publié en 1960 dans la revue Esprit et scanné par un blogueur. La sexualité, la merveille, l'errance, l'énigme. Le philosophe le rappelle, la littérature a une fonction irremplaçable de scandale. Il s'endort la bouche ouverte, un filet de côte de blé au coin des lèvres. Stéphane Sorge a fini 3 fois 2e du prix Jean-Pierre Richard de la critique littéraire. Lorsqu'on l'aperçoit dans tel ou tel lieu lié à la vie intellectuelle parisienne, où il apparaît cependant moins après 2018, il est assez craint. Il sort de mauvaise humeur de la conférence de rédaction du Monde des Livres. Sa chef de service lui a imposé un reportage sur les booktubeurs et les influenceurs littéraires du web. Il a essayé de négocier, avançant que ce n'était peut-être pas une priorité. Sa supérieure lui a répondu que le magazine Elle l'avait fait. Merci. Donc on a voilà un petit peu de sa vie à ce Stéphane Sorge. Et vous en parliez un peu tout à l'heure, il y a une forme de précarisation de la critique que vous donnez à voir qui est assez terrible. Il est pigiste, il écrit pour des revues dont il a honte. Hein. Il s'en cache du coup. Il y a aussi des reconversions absolument édifiantes de critiques. Un de ses amis est devenu start-upper dans le domaine de la génération automatisée de contenu textuel. Il faudra préciser peut-être un petit peu ce que c'est. Il y a une forme d'ubérisation, je crois que le mot est employé à un moment donné aussi dans votre livre, parce qu'il y a aussi tous les mots du capitalisme qui rentrent dans ce champ professionnel. Du coup, j'avais aussi envie de vous demander si Stéphane Sorge, est-ce que c'est aussi le nom d'une inquiétude vis-à-vis de la littérature? Alors pour moi certainement, j'y reviendrai peut-être un petit peu après. Alors simplement le générateur textuel, en fait c'est des logiciels qui font automatiquement de la rédaction. C'est déjà on s'en sert déjà, par exemple pour les comptes rendus politiques, voilà, pour certains types d'élections, pour les résultats d'élections. Voilà. Alors Boris est très très calé sur la question du numérique. Et avant, c'était quoi avant le générateur textuel? L'ubérisation ou L'ubérisation. Un jour, j'avais reçu une proposition de travail, alors ça, j'en suis inspiré directement, d'un journal en ligne. Et en fait, je comprenais pas, c'était pas payé. Et en fait, à un moment, j'ai compris qu'on était payé au nombre de visiteurs que soi-même on générait grâce à son article. Donc, il fallait non seulement l'écrire, mais en plus, après, aller chercher des... voilà. Et peut-être que je me souviendrai du nom, mais voilà, c'est un magazine en ligne qui a pignon sur rue. C'est quand même dément. Et moi, pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait signe? Tout simplement parce que j'ai un petit nom. Voilà, je publie des livres. Voilà. Alors concernant l'inquiétude, la littérature, je pense, de manière
peut-être naturelle, porte en elle une part d'inquiétude, un regard sur le monde qui l'interroge. Bon. Mais surtout, moi, ma traversée professionnelle, pour être franc, j'ai jamais mis les gaz pour avoir des positions professionnelles privilégiées. Mon truc, c'était la littérature. Donc j'ai beaucoup cherché des positions un peu cachées. Voilà. Mais j'étais un observateur privilégié, en fait, de l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les librairies électroniques, les librairies en ligne. Voilà. Donc moi, j'ai vu, lors de toute la décennie 2000, l'évolution de la critique qui, progressivement, s'est transformée non plus en critique, mais en prescription. J'ai vu l'érosion de l'émotion de lecteur, qui était la mienne, par exemple, et celle des gens de ma génération, lorsque l'on découvrait, par exemple, le jeudi, le cahier livre de Libé, avec certaines plumes, ou alors, quand j'étais étudiant, il y a quand même maintenant longtemps, je ne sais pas, les critiques de cinéma de Serge Danet, voilà, des choses comme ça. C'était fort. Aujourd'hui, ça l'est peut-être encore pour certains, mais c'est quand même moins fort, et progressivement, voilà. Donc, il y a une mutation. Alors, mon propos n'est absolument pas de dire que la critique littéraire est morte, et je pense qu'elle est même en ce moment peut-être en train de trouver une vigueur nouvelle. Mais voilà, j'avais envie de mettre, de manière un peu radicale, peut-être un peu punchy, comme on dit, de faire un focus sur ces mutations littéraires, avec l'émergence aussi de nouvelles personnes qui prennent la parole de manière tout à fait légitime, et parfois brillante, sur le web, mais souvent sur un mode autodidacte. Voilà. Alors juste une petite précision, mon personnage qui est cocasse sous de nombreux aspects est un personnage en fait tragique, et lui va devenir ce qu'on appelle un homme infâme, en fait. Il va commettre l'irrémédiable avec cette jeune... Il ne va pas la violer, vous inquiétez pas. Mais bon, on n'est pas loin finalement. Avec cette jeune femme, c'était une manière aussi pour moi de mettre en abîme, si vous voulez, le carburant narratif contemporain qui est le fait divers. Énormément de livres littéraires qui prennent la pompe. Alors, des fois pour de bonnes raisons, des fois pour des raisons plus obscures, on va dire, plus racoleuses. Et de mettre en abîme aussi tous ces récits sur des vies infâmes, voilà, qui se multiplient. Alors peut-être qu'on aura bientôt la biographie de Georges Tron, le masseur de pieds, puisque tout le monde masse les pieds dans les mairies, c'est connu. Mais il faut que je fasse attention, parce qu'il avait tout soupçon au tribunal, donc il ne faudrait pas qu'en plus j'ai une plainte. Mais voilà. Alors de manière un peu discrète, dans le livre, je m'amuse. Par exemple, j'imagine un livre écrit par l'historien Philippe Artière, qui est un historien formidable, et j'imagine en fait qu'il retrace la vie de Jacobus Marinus, ça vous dit rien? C'était le dentiste fou qui s'est vissé dans le sud-ouest et qui a matraqué les dents et les mâchoires d'environ 150 personnes. Juste un dingue, voilà. Voilà, donc Stéphane Sorgue va devenir un homme, non pas affame, mais un homme infâme. Voilà. Et ce personnage aussi a sa complexité dans le sens où son paradoxe, parce que finalement il dénigre tout ce qui se passe sur YouTube d'un point de vue de la critique littéraire, sauf que bon, il a pratiqué lui aussi un petit peu le numérique sur un site internet au tout début de cette ère-là. Il a travaillé pour la télévision, ce qui est quand même la première adaptation de la critique littéraire dans cette société de l'image. J'imagine que ces contradictions, elles étaient intéressantes pour nourrir le personnage, pour le dessiner. En fait, il vit aussi quasiment en simultané le destin vidéo, audiovisuel du texte. Et ça, il ne le supporte pas. Voilà. Donc quand il va rencontrer la booktubeuse qui, elle, efface le texte, et pour faire de la critique, se met en scène avec sa propre image, un jugement critique, elle va être l'aboutissement de tout ce que lui somatise, on va dire. Alors, Boris, je le disais dans le résumé, il y a une place importante qui est donnée au fantasme de la disparition, finalement, à travers ce personnage de Crosspito, à la fois être personne et être multiple, et ce qui est donc aux antipodes des êtres sous perfusion numérique que Vincent observe depuis son van. Et il y a la figure du poète Pessoa, et il y a aussi l'histoire des maranes. Alors, est-ce que vous pouvez l'évoquer? Vous le ferez beaucoup mieux que moi, mais peut-être parce que les deux sont liés en plus. Je vais essayer
Mais c'est compliqué parce que c'est un roman qui se tisse autour de la figure de la disparition et autour, au fond, de la figure projetée, fantasmée. Parce que, on peut le dire, pendant que Crospito descend l'avenue des Gobelins, suivi à l'oreille, en tout cas il essaye de le suivre par Vincent Lemasson, le policier, des jeunes gens le prennent pour le Morse. Le Morse étant une rockstar disparue, et quand je dis une rockstar, c'est l'inventeur du death metal en Norvège dans les années 80. Toute ressemblance avec la réalité est d'ailleurs recherchée. Bon, passons. Mais en fait, ce qui m'intéresse et me fascine, c'est que pour moi, il y a une correspondance cachée entre tous ces personnages et ces temporalités, et je vais essayer de la tisser brièvement. Je suis pas complètement d'accord avec vous quand vous dites que c'est aux antipodes de ces vies numériques, parce qu'au fond, il me semble qu'avec ces outils, en fonction de nos interlocuteurs, nous devenons des autres. Et que ce sont devenus des outils de création d'autres nous-mêmes, d'autres personnages. Et d'ailleurs, la Betty Book, elle est une autre entre sa vie d'esthéticienne solaire et de booktubeuse. Et chaque apparition de soi, chaque élément qu'on envoie, selon qu'on parle à sa femme, son meilleur ami, son patron, eh bien, on commence à créer un personnage. Et c'est, au fond, ce qui m'intéressait, parce que les poètes sont comme ça, des gens qui sont capables d'attraper quelque chose d'une période et d'un temps et d'en dire pour l'avenir, d'une certaine manière. Et Pessoa, c'est ça. Pessoa, il s'est divisé en autant de poètes qu'imaginables. Il y en a 4-5 qui ont une œuvre réellement, et qui ont plusieurs noms, Ricardo Reis, ça devait être Alberto Cairo, etc. Mais il est devenu un poète multiforme, et chacun des poètes qu'il hébergeait en lui avait une date de naissance, une vie, une trajectoire, un style. Et d'une certaine manière, je trouvais qu'il y avait comme ça une correspondance, au fond, dans... est-ce que nous n'aspirons pas, chacun, d'une manière différente, à être un autre, à être des autres, à accepter l'hétérogénéité de nos vies. Et ce qui m'a renvoyé, curieusement, et effectivement le roman est construit comme ça, aux Maranes. Les Maranes, ce sont donc les Juifs qui étaient victimes de l'Inquisition à la fin du XVe siècle, et qui vivaient leur foi de manière cachée. Et qui avaient donc d'emblée deux vies. Une vie officielle, celle qu'on appelait celle des nouveaux chrétiens. Ils allaient à la messe, ils professaient leur foi, ils vivaient comme tous les autres, et on n'avait pas le choix, hein. Soit on acceptait de se convertir, soit il fallait partir très vite, soit on risquait la mort. Donc il y a eu beaucoup de nouveaux chrétiens qui ont de fait vécu une autre vie cachée, où ils continuaient à avoir une vie culturelle juive, où il faisait le Shabbat, et c'est la naissance, et c'est pour ça que ça m'intéressait par rapport à la période qu'on vit actuellement, c'est la naissance de la surveillance. C'est la naissance du moment où l'Église, le Saint-Siège, demande aux habitants des villes de surveiller les pratiques des nouveaux chrétiens, pour voir s'ils ne, c'est l'expression de l'époque, ils ne judaïsaient pas en cachette. Et c'était donc évidemment le siège de nombreuses délations et la mise en place de la torture pour qu'ils dénoncent. Voilà, tout ça me semblait tenir comme ça un fil autour qui est à la fois ténu et très fort sur la période, autour de la question de l'identité, de l'invention d'autres vies et de qu'est-ce que c'est qu'être un être humain à la fin. Qu'est-ce que c'est qu'être nous-mêmes? Alors, on retrouve un peu ces questionnements chez vous, Frédéric, parce que je pense aux réseaux sociaux. Enfin,
ce paradoxe entre un désir d'existence, de parler, etc., et de le faire de façon anonyme. Et ça, c'est un peu présent aussi, c'est-à-dire il y a beaucoup de pseudos dans votre livre. Il y a même Stéphane, quand il commence à harceler Betty Book, à vouloir la faire tomber, voilà, il écrit des commentaires sur sa page YouTube, sous pseudo. Donc là, c'est un peu le paradoxe que vous évoquiez, en effet. Et ça rejoint un peu la question de l'auteur quand même, parce que l'auteur, étymologiquement, c'est quand même celui qui a l'autorité. Et ça me fait penser aussi à une expression que vous employez. Vous dites à un moment, pour décrire un article signé au sens fort, je crois. Enfin, voilà, il y a l'idée de signature aussi qui... Là aussi, il y a des choses qui se reconfigurent quand même. Oui. Il y a un média aujourd'hui qui est intéressant, c'est Instagram. Alors, les booktubeux sont souvent de milieux modestes, voilà, et ce sont souvent des lectrices qui aiment, il y a beaucoup plus de lectrices que de lecteurs, qui aiment une littérature de genre, la fantasy, des choses comme ça. Alors, évidemment, des fois, c'est un peu plus littéraire. Sur Instagram, il y a des Instagrammeuses qui sont beaucoup, beaucoup plus littéraires. Et ça, c'est intéressant. Elles ont toutes c'est pour revenir à la question du pseudo, elles ont toutes des pseudos. Voilà. Il y en a une qui est formidable, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ce qu'elle fait. Elle s'appelle Bernadette Pivote. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est... Alors, il y a le pseudo, il y a le jeu. Elle a vraiment pas envie qu'on sache qui elle est. Alors moi, j'ai bossé un tout petit peu avec elle et j'ai vraiment vu que c'était un sujet sensible. C'est une fille très brillante qui a fait une thèse sur la scénographie littéraire. Elle a travaillé sur les maisons d'écrivains, tout ça. Et c'est une lectrice passionnée et il faut vraiment respecter ça. Par exemple, elle propose des parcours de lecture. Alors elle en avait fait un sur Betty Book, mais avant, elle en fait régulièrement sur des classiques de la littérature. Par exemple, elle va prendre Belle Amie de Maupassant, et elle va aller prendre des photos sur les lieux où passe Belle Amie, et elle va mettre en regard des textes extraits du roman. Voilà. Ce qui est intéressant, il me trouve, c'est cette idée de jeu, de mise en scène et de nouvelle culture du goût. Voilà. Après, c'est aussi une activité, il faut être franc, très, 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 très narcissique. Hein. Et Bernadette m'a dit que le moteur premier, c'était les likes. Voilà. Hein, elle me l'a dit. Voilà. Elle m'a dit, nous, faut pas se la raconter, nous, ce qu'on veut, c'est des likes. D'accord. Et voilà. Mais c'est comme ça. Oui, il y a une mise en spectacle obligée par l'image. Une mise en spectacle et une artificialisation de soi et une jouissance de soi comme présence. Parce qu'en fait, il y a une chronicité, si vous voulez. En fait, comment dire, les booktubeuses créent pratiquement finalement des programmes. Hein. Il y a des ritualisations de leur apparence, etc. Il y a des codes, tout ça. Voilà. Alors, dans le cas de Betty Book, qui donne sa chaîne YouTube donne le titre du livre, il y a cette radicalisation de l'expérience de l'image qui fait que, en fait, malgré la satisfaction et la promotion sociale qui éventuellement pourrait lui procurer son activité de booktubeuse, quelque chose lui manque. Et en fait, c'est l'image ultime, c'est l'image de sa sexualité. En fait, hein, voilà. Donc, peut-être que ceux qui liront le livre le verront. J'ai radicalisé ça aussi, c'est-à-dire que c'est un drame de l'effacement du texte pour Stéphane, mais le livre est un drame de l'impossibilité de représenter la sexualité pour Betty. Voilà. Hein. Bon, je vais pas... Oui, moi non plus, je n'ose pas te parler de la fin, enfin, laisser voilà. le plaisir aux lecteurs qui sont... Donc voilà, simplement la question du pseudonyme, on est dans un environnement. Pseudonyme, oui, mais avec d'autres choses. Hein, voilà. Alors, je pense qu'il nous reste un petit peu de temps, donc peut-être que... Ouais. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions du public à propos de l'un ou l'autre des romans ou des sujets qu'on a abordés? Moi, si je peux me permettre de dire un mot, j'aimerais volontiers saluer mon camarade et son très très bon livre, qui est un livre très 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 généreux, voilà, qu'on peut lire comme un roman noir tendre, peut-être, et qui a un certain nombre de points communs avec le mien. Alors, l'image ultime, pour toi, serait plutôt le visage, et non pas le sexe.
C'est un roman aussi qui met en scène des vies infâmes. Voilà. Et c'est un roman aussi sur l'inquiétude du présent, voilà, et qui ouvre une brèche qui est purement dramatique, à savoir dans ce flot de gens qui passent, qui sont tous connectés, une personne échappe au radar global. Voilà. Mais moi ce que je voudrais ajouter, parce que j'ai beaucoup aimé Betty Book, c'est ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sensations, pardon, je ne sais pas assez fort, qui sont très proches, à la fois sur une légère transformation de la construction du récit, par fragments, qui accepte en fait de laisser des biais d'entrée différents au lecteur. Et je pense que en ça, tous les deux, on a voulu refléter quelque chose de cette époque. Et aussi l'idée que, au fond, les voix et les voix de la littérature deviennent hétérogènes. Et ça me paraît très important. Et en ça, à la fois, on témoigne tous les deux, je pense, d'une inquiétude et aussi d'un goût de cette modernité. Est-ce que je trouve que je suis sévère en ce qui concerne l'état de la presse ? Non. Non, parce qu'on m'a dit que j'avais été un peu vache. Et peut-être parler un petit peu peut-être de la réception, justement. La réception du livre a été très très bonne. Alors il y a une ou deux personnes qui ont pété un plomb, parce que déjà elles ont le droit, bien sûr, de ne pas aimer mon livre, hein, c'est tout à fait légitime. Mais je crois que le simple fait de désigner quelque chose comme un morceau, un pan de la réalité de l'activité critique aujourd'hui est douloureux. Et je crois que pour certains, ça l'a été. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, si vous voulez, c'est... alors le livre s'appelle Betty Book, et alors le héros, d'une certaine manière, si on considère que l'une des définitions possibles du héros, c'est celui qui a le plus à perdre, le héros, c'est Stéphane Sorgue. Mais Betty est extrêmement importante, mais ce qui m'a beaucoup frappé dans les comptes rendus critiques que j'ai eus, c'est une sorte de crispation sur le personnage masculin. Et je trouve ça extrêmement dommage, parce que Betty pose de nombreuses questions, notamment celle de la lutte des classes dans l'appropriation de la parole légitime à propos du plaisir culturel. C'est tout, c'est la lutte des classes. Elle est en train de... C'est la guerre. C'est la guerre. Voilà. C'est la guerre, elle est à Melun, elle rame, elle travaille dans un salon de bronzage. Oui, la précarisation, c'est la sienne aussi, d'ailleurs, dans le livre. C'est pas que celle... Absolument. 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 Voilà. Bon, alors est-ce qu'il y a une question qui s'est dessinée dans la tête de quelqu'un ? Sinon, on va peut-être terminer... Ah, alors peut-être si j'ai une dernière question pour vous, Boris, parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé beaucoup de l'histoire de Miguel, qui nous transporte au Mexique. Là aussi, c'est un peu du temps long, ces chapitres-là. On a une histoire un peu au long cours. Et sur El Flaco, donc ce mafieux qui enlève Miguel, et là je me demandais s'il n'y avait pas eu quelques références cinématographiques dans le fait d'attraper ce personnage de mafieux dès l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance ? Comment cette vie a commencé ? Est-ce que vous pouvez l'évoquer ? Oui, absolument. En fait, ce personnage, il est né de la rencontre de deux chefs de cartel, de trois plus précisément. Un qui est littéraire, qui est celui qui est le héros des polars de Don Winslow, dont le dernier est traduit en France Cartel, et qui m'a travaillé comme ça, et qui est devenu un personnage de cinéma d'ailleurs. Et les deux autres que sont El Chapo, le chef mexicain, parce que son évasion était tellement fantasque comme ça, tellement justement cinématographique, que je me disais, tiens, mais c'est quoi la prochaine étape pour un type comme ça ? Comment il peut échapper à un destin qui est inévitablement soit partir, soit être enfermé? Comment on disparaît? Et donc il y a eu lui qui m'a beaucoup travaillé, et il y a eu un autre qui est un Brésilien, on en a un peu moins parlé, mais qui a été retrouvé au bout de 20 ans
et qui avait subi quelque chose comme 20 opérations chirurgicales pour transformer son visage. Et je me suis dit, en fait, la prochaine étape, c'est le changement de sexe. Et c'est de devenir radicalement quelqu'un de différent. Et j'ai commencé à m'intéresser à la question avec, du coup, j'ai doté mon personnage d'autre chose qui est une sorte d'amour d'enfance comme ça, qui le poursuit parce que cette jeune femme qu'il a aimée, au fond, a été tuée parce qu'elle a été sa maîtresse. Et donc il a à la fois le poids d'une culpabilité, il a un certain nombre de morts sur les bras. C'est pour le coup un personnage vraiment infâme, vraiment extrêmement violent, vraiment horrible, très gros, il fait très peur. Et d'un coup il a cette espèce d'once d'humanité à ce moment-là, mais qui dit à un avocat qu'il a fait venir pendant des heures en lui bandant les yeux, qui est mort de trouille face à lui en disant écoute, je voudrais être cette fille. Et l'avocat sait qu'il n'a pas le choix. Soit il l'aide à se transformer en fille, soit il est mort tout de suite. Et en fait, il comprend au fur et à mesure que soit il est mort maintenant, soit il est mort dans quelques temps. Et il y avait quelque chose aussi de notre condition qui m'intéressait là-dedans. Voilà, ce personnage. Merci. On terminera sur ce Miguel. Merci beaucoup Boris et merci beaucoup Frédéric. Merci.